m'avoir invité à faire cette conférence. Voilà, j'avais le choix d'un tableau pour illustrer l'écologie. J'ai pris un tableau du 19e siècle de Paul Heinrich, qui est très caractéristique d'une philosophie romantique de la nature, mais c'est à peu près là que s'arrêtera mes références à cette idéologie un peu allemande. Et j'ai choisi, à tort ou à raison, plutôt que de vous faire un panorama qui pourrait être un peu technique et un peu pénible, de l'écologie actuelle, d'aujourd'hui, de la replacer dans son histoire, dans une perspective d'histoire des sciences. D'abord parce qu'il m'importe de souligner que non, ce n'est pas une science récente, non, elle n'est pas née dans les années 70, avec le Club de Rome, qui n'a rien à voir avec l'écologie scientifique, qu'elle a des acquis importants, qu'elle a aussi d'immenses incertitudes, j'en reparlerai plutôt à la fin, et je vais vous parler un peu de son développement. Je pense que, comme c'est une histoire qui est très largement inconnue du grand public, même cultivé, ça peut vous causer quelques surprises. Alors, on cherche toujours les précurseurs, il n'y en a pratiquement pas. C'est vraiment pas une science qui a existé, on peut dire jusqu'au début du 19e siècle, c'est pas un sujet d'étude. On trouve quelques notations qui évoquent vaguement les communautés végétales, en particulier chez Théophraste, chez Aristote, animaux et végétaux, mais ces notations écologiques sont plutôt succinctes. Chez Saint Basile, donc Basile, je ne sais plus qui c'est celui-là, qui parle de succession pour la première fois. Les successions, c'est la succession des végétaux sur un terrain qui a été nettoyé. Quant à Buffon, dans son histoire naturelle, on peut y trouver de l'écologie si on cherche bien, mais enfin, il faut vraiment bien chercher, quoi. C'est tout simplement pas un sujet d'étude. Au XVIIIe siècle, le savant qui représente le plus le fixisme et le créationnisme, d'une manière générale, c'est Carl von Linné qui a écrit le système de la nature, Systema Naturae. Alors, le système de la nature, vous voyez, il y a sur le frontispice de l'édition originale, vous avez le jardin du château du roi de Suède, qui est un jardin à la française, qui était d'ailleurs copié sur le jardin de Versailles. C'est dire l'idée qu'on se faisait de la belle nature vers la fin du XVIIIe siècle, c'est assez caractéristique. Et là, voici Linné dans son costume traditionnel suédois, très beau d'ailleurs. Et on y lit quand même combien superbe est la scène de la nature où tout est fait de nombre, de poids et de mesures, tous conçus pour quelques grands desseins, où non seulement la plante, mais la harde ou le troupeau qui nous sustente, mais chaque mousse, coquille ou insecte tient un rang important dans son plan. Ça n'y cherchez pas non plus des relations écologiques très approfondies, c'est une salutation au grand créateur de toutes choses, au créateur de l'univers, à Dieu autrement dit. Et alors si on cherche maintenant l'origine réelle de l'écologie, on la trouve au tout début du XIXe siècle, dans la géographie. Et vraiment, j'ai coutume de dire que l'écologie est le fruit des amours coupables de la géographie et de la biologie. Parce que réellement le pionnier et le fondateur incontesté de cette discipline, c'est un navigateur qui s'appelait Alexander von Humboldt, qui a parcouru toutes les Amériques, pratiquement depuis la Terre de Feu jusqu'au Canada, qui est né donc en 1769 à Berlin, mort en 1859 à Potsdam. Vous voyez, c'est vraiment un homme de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, et le voici dans la jungle, avec des instruments scientifiques en train d'herboriser. Et en 1799, donc toute fin du XVIIIe siècle, il embarque sur le Pizarro pour une expédition armée par Charles III, le roi d'Espagne, qui est une des premières expéditions scientifiques du monde, parce que jusqu'à présent, les naturalistes accompagnaient les navigateurs pour faire du commerce, pour des choses
différentes, et ils étaient là en profitant en quelque sorte du voyage pour faire de la science, mais là c'est une expédition qui a été montée pour faire de la science. Et il écrit à son ami Freiesleben: je m'efforcerai de découvrir l'interaction des forces de la nature et les influences qu'exerce l'environnement géographique sur la vie végétale et animale. C'est presque une définition de la discipline. Extrêmement tout. Dans sa très longue expédition, il visite donc le Venezuela, l'Équateur, le Pérou, l'Amérique centrale, le Mexique. Et le résultat de son expédition, c'est une somme, on peut le dire, 30 tomes, intitulé Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, paru en 1804. Et son premier tome, qui est reconnu par les historiens des sciences comme étant réellement quelque chose de totalement nouveau à l'époque, c'est l'essai sur la géographie des plantes, parce que dans cet ouvrage introductif de son voyage aux régions équinoxiales, il s'interroge sur la nature du sol, sur l'influence du climat, sur le type de plantes et il pose des problèmes qu'on peut considérer comme très modernes. Par exemple, il connaît les deux forêts équatoriales du monde, celle d'Amérique et celle d'Afrique, et il dit cette chose extrêmement juste, il dit c'est très curieux parce que ces deux forêts sur des continents différents ont une allure absolument semblable. Dès qu'on rentre dedans, on a l'impression de rentrer dans le même type de jungle, comme il dit lui-même. Et pourtant, quand on regarde en détail, il n'y a pas une seule espèce qui soit la même. Donc il reconnaît là une structure de végétation, des grands arbres avec des lianes, du sous-bois, etc., qui est très caractéristique et qui n'existe que dans les régions tropicales. Donc l'écologie végétale est là, elle n'a pas encore de nom. Pour lui, il fait de la géographie. Et ça lui pose aucun problème. Il ne cherche pas autre chose, simplement il trouve que dans la géographie, il y a une géographie du vivant qui est intéressante, et le voici avec Bonpland à l'arrière-plan, qui lui a servi un peu de bon à tout faire, de domestique, peut-être d'amant, on ne sait pas très bien. En tout cas, ils ont toujours vécu ensemble, on ne leur connaît pas de liaison féminine, donc d'aucuns supposent que peut-être il y avait là un couple homosexuel, mais on n'en sait strictement rien. En tout cas, ce fut un travailleur totalement extraordinaire. Il va falloir attendre un peu pour trouver la seconde source de l'écologie, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Humboldt n'a pas été vraiment suivi. Après sa parution en 1804 de la géographie des plantes, il y a un trou considérable où on ne voit pas de notation qui évoque l'écologie moderne. Par contre, s'il y a une œuvre dans laquelle, n'en déplaise à certains historiens des sciences qui ont une certaine orientation, et qui essayent de faire croire que Darwin n'a rien à voir avec l'écologie, on retombe complètement dans l'écologie telle qu'elle est définie actuellement avec Charles Darwin. Au moins pour deux raisons. La première, donc, pas la peine de vous présenter le personnage, ni sa caricature à droite, qui est tellement connue que... Peut-être moins connu est Alfred Russel Wallace, qui a été co-auteur de la théorie de l'origine des espèces. Ils l'ont présenté ensemble, et qui a tout le reste de sa vie défendu le darwinisme, et a même accepté de l'appeler comme ça, parce que bien que co-découvreur, il considérait que Darwin était allé beaucoup plus loin que lui dans la réflexion et dans l'analyse. Et lui au moins, contrairement à tous les épigones de Darwin, avait compris ce que c'était que la sélection naturelle très correctement. Bon, il en était aussi un peu l'inventeur. Et avec Darwin, on trouve un autre bateau. Les bateaux ont une grande importance dans ce début d'histoire. C'est le Beagle. Et là, vous avez ce chromo totalement charmant sur lequel on voit Charles Darwin avec des épaulettes et un uniforme de la marine, en train de faire une conférence dans la cale du bateau, qui égayait la vie quotidienne des gens en prononçant des conférences dans la cale du bateau. Et dans l'origine des espèces, il pose des problèmes qui sont des problèmes de dynamique des populations, dirait-on aujourd'hui.
Regardez une plante au cœur de son habitat, pourquoi ne double-t-elle ou ne quadruple-t-elle pas son nombre? Si on veut donner à la plante un accroissement en nombre, il faudra lui donner quelque avantage sur ses compétiteurs ou sur les animaux qui s'en nourrissent. Charles Darwin, 1859. C'est tout de même bien les interactions des êtres vivants avec leur milieu. Mais il n'y a pas que ça. C'est que Darwin a écrit un livre d'écologie. Réellement d'écologie. Il a écrit un livre qui s'appelle « La formation de la terre végétale par l'action des vers avec des observations sur leurs habitudes ». Publié en 1881. Publié à Londres chez John Murray. Réédition française récente chez Sileps 2001. On peut remercier Patrick Thor de l'avoir réédité. C'est une bonne chose. Dans ce livre, on y voit les phrases suivantes. La charrue est une des inventions humaines les plus anciennes et les plus profitables. Mais longtemps avant qu'elle n'existe, le sol était en fait régulièrement labouré par les vers de terre. Il est douteux que beaucoup d'autres animaux aient joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde que ces animaux à l'organisation rudimentaire. C'est vrai que c'est pas glorieux un ver de terre. D'ailleurs, du point de vue de l'évolution, ça prouve que non, le but de l'évolution n'est pas de créer des créatures les plus intelligentes possibles. Les ancêtres du ver de terre étaient beaucoup plus intelligents que lui, si on peut dire, ou en tout cas avec davantage. Dans ce livre, on y voit les phrases suivantes. La charrue est une des inventions humaines les plus anciennes et les plus profitables. Mais longtemps avant qu'elle n'existe, le sol était en fait régulièrement labouré par les vers de terre. Il est douteux que beaucoup d'autres animaux aient joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde que ces animaux à l'organisation rudimentaire. C'est vrai que c'est pas glorieux un ver de terre. D'ailleurs, du point de vue de l'évolution, ça prouve que non, le but de l'évolution n'est pas de créer des créatures les plus intelligentes possibles. Les ancêtres du ver de terre étaient beaucoup plus intelligents que lui, si on peut dire, ou en tout cas avec davantage d'organes d'essence, davantage de comportement, et dans la lignée qui a conduit au ver de terre, on a supprimé tout ce qui était inutile, les yeux, les organes d'essence, une bonne partie du cerveau, pour le réduire à sa plus simple expression, et ça nous a donné une des espèces les plus fécondes et qui occupent la plus grande biomasse sur la Terre. Donc ne pas s'imaginer que l'intelligence est un avantage écologique indubitable. C'est une vision totalement anthropocentrique. Et il rajoute d'autres animaux, malgré tout, encore moins organisés, ont effectué un travail encore plus considérable en construisant d'innombrables récifs et îles dans les grands océans. Il parle évidemment des coraux, mais ils sont pratiquement confinés dans les zones tropicales. Alors que dit-il, des vers de terre, il y en a partout. Et ce livre est un ode aux vers de terre, ce qui me fait extrêmement plaisir, parce que moi-même, j'ai prononcé dans ma carrière universitaire des quantités d'odes aux vers de terre, en essayant de convaincre mes étudiants d'aller travailler sur le comportement de ces bêtes-là qui sont vraiment importantes au plan écologique, et pas sur celle du tigre, du loup, du panda et des machins qui servent à rien, mais qui sont dans la télévision nous bassinent, comme si c'était ça la biodiversité. Biodiversité, chez les vers de terre, c'est 180 espèces en France. Et vous imaginez pas la difficulté de les reconnaître les unes des autres. Bon. J'arrête sur les vers de terre parce que je pourrais en parler très longtemps, et c'est quand même pas le sujet. Et puis, cet aspect du travail de Darwin reste un peu méconnu finalement, un peu ignoré au profit de la controverse sur la théorie de l'évolution, qui elle occupe le devant de la scène, à juste titre aussi. Mais là non plus, dans son analyse fine par exemple, quand il travaille sur les pinsons des Galapagos, et qui fait sa théorie de la spéciation, là aussi il interroge les rapports avec le milieu, il montre que la sélection naturelle ça peut être extrêmement compliqué, tout ça, donc il est vraiment là-dedans. Et c'est un darwinien qui définit l'écologie, c'est Ernst Haeckel, en 1866. Ernst Haeckel, qui était un savant, un grand savant allemand, primat docent à l'université de Vienna, quelqu'un d'important et de reconnu, qui a été un propagandiste convaincu de la théorie de Darwin, à laquelle il n'avait pas compris grand-chose, mais il était très enthousiaste, ce qui a largement compensé. Simplement, dommage, il a quand même vulgarisé dans toute l'Europe
une théorie de la sélection naturelle à sa sauce à lui, et pas à celle de Darwin, qui était assez monumentalement fausse et qui a quand même laissé de grosses séquelles un peu partout, et notamment en France. C'était aussi un dessinateur de génie, alors vous voyez, dessinateur scientifique hors pair, et quand il faisait des bouquins, ça c'est ce qu'on appelle une reliure romantique, hein, c'est fin du 19e siècle, et ben, il faisait des dessins lui-même. Donc, et ils étaient extraordinairement beaux. Quelquefois un peu trafiqués, ça lui a été reproché depuis, en ce qui concerne notamment les embryons humains, mais ça n'a pas une grosse importance. Et la définition de l'écologie se trouve dans son livre qui s'appelle Generelle Morphologie der Organismen, la morphologie générale ou générique, je ne sais jamais comment on va traduire ça, des organismes, dans laquelle on trouve les premiers arbres généalogiques du vivant, qui étaient assez faux, mais pas tant que ça. Il y a une intuition phylogénétique qui était quand même assez remarquable. Et il définit l'écologie ainsi, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long, mais il dit, par écologie, et il écrivait ça O-E dans l'eau, à l'époque, nous entendons la science des rapports des organismes avec le monde extérieur dans lequel nous pouvons reconnaître d'une façon plus large les facteurs de la lutte pour l'existence. Donc ça, c'est l'introduction, là aussi, du darwinisme dans le... Ceux-ci sont en partie de nature inorganique, ils sont, comme nous l'avons vu, de la plus grande importance, etc. En premier lieu, les caractéristiques physiques et chimiques de l'habitat, le climat, la qualité de l'eau, la nature du sol. Là, il rejoint Humboldt, bien entendu, et puis les relations des organismes les uns avec les autres. Et il forge le mot écologie de oikos en grec, qui signifie maison, en fait. Pas n'importe quelle maison, c'est la grande maison des cités grecques d'origine, dans laquelle vous pouviez avoir 250 personnes, les patrons, les esclaves, etc. Et logos, l'étude, enfin, pour terminer, pour en faire une science. Alors ça, c'est bien joli, cette définition, je peux l'utiliser actuellement dans mes cours sans grand problème, on peut dire pas pris une ride. Par contre, le rôle de Haeckel s'est borné strictement à cette définition. Sa contribution à la discipline qu'il a définie lui-même est nulle. Il n'a jamais fait d'écologie. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a définie? Parce que Haeckel est vraiment un héritier de la philosophie allemande. Il a été hegelien, il s'est intéressé à Kant, et s'il ne fait pas un système qui englobe la totalité de la science, il n'est pas content. Donc, il a décrit toutes les sciences de la nature possibles et imaginables, celles qui existaient déjà et celles qui n'existaient pas encore. C'est un darwinien convaincu, et pourtant, on va s'apercevoir que les débuts de l'écologie réelle sont tout sauf darwiniens. Parce que les écologistes commencent à apparaître, alors strictement sur le plan scientifique, de façon totalement sporadique et isolée à la fin du XIXe siècle. Vous avez quelques pionniers comme Gaston Bonnier en France, et c'est malheureusement le dernier français que je vais citer, parce que après ils réapparaîtront en France vers 1960, vers les années 60. Entre-temps, rien. Charles Flahault, mais qui est belge, Karl Möbius, qui est allemand, François-Alphonse Forel, qui est suisse, Stephen Forbes aux USA et Eugène Warming au Danemark, qui produisent des travaux pionniers. Alors Gaston Bonnier, c'est les associations végétales, Charles Flahault aussi, Möbius, donc voilà la galerie de portraits de ces braves gens. En Europe, on porte beaucoup la barbe, et aux États-Unis, une belle moustache avec des rouflaquettes, hein, c'est Stephen Forbes. Donc toute une galerie de savants qui font des travaux tout à fait nouveaux. Aucun d'entre eux ne s'intitule écologiste, hein, malgré Haeckel. Mais Carl-Auguste Möbius, par exemple, travaille sur les bancs d'huîtres de la mer du Nord. Donc son sujet, c'est pas l'huître, c'est le banc d'huîtres. Le banc d'huîtres avec les animaux qui les mangent, les encroûtements, les animaux qui vivent entre les huîtres,
et c'est lui qui forme le terme de biocénose. François-Alphonse Forel commence à s'interroger sur les mouvements de nutriments et de population dans les lacs. Alors lui, par contre, c'est une célébrité, au moins en Suisse, puisque sur le lac Léman, vous avez un sous-marin qui navigue, qui est le sous-marin François Forel, qu'on peut prendre à Lausanne pour aller visiter les profondeurs du lac Léman. Forbes, aux États-Unis, s'intéresse aux associations végétales également. Les concepts qui naissent à cette époque-là, c'est la biocénose avec Möbius. La biocénose, c'est l'ensemble des organismes qui peuplent un endroit donné. Les communautés, c'est presque la même chose, simplement le point de vue de la communauté, c'est la distribution des organismes, des espèces d'organismes qui composent quelque chose de reconnaissable, soi-disant, qui s'appellerait la communauté. Et les successions, ça c'est Forbes essentiellement, c'est comment est-ce qu'un terrain qui a été totalement dénudé, ramené à zéro, soit par un labour, soit par une éruption volcanique, par un feu, un brûlis, n'importe quoi, va petit à petit régénérer des espèces et comment cette liste d'espèces va évoluer vers quelque chose. Par exemple, il y a un certain déterminisme là-dedans qui n'est pas total, qui est parfois, on sait aujourd'hui qu'il est largement sujet à la contingence, mais qui, au moins dans certains milieux, notamment les milieux tempérés, fonctionne assez bien. Par exemple, dans la Bretagne que j'habite, il est bien connu que si on rase totalement une lande, voilà, ou si on la brûle totalement, elle va se régénérer d'abord sous forme de prairie rase, puis de lande buissonnante, et se terminera par une forêt. Et que l'évolution assez naturelle des peuplements en Europe, dans la France du Nord, c'est la chêne à hêtrée, les chênes et du hêtre. Et ça peut prendre 200, 300 ans avant d'y arriver. Par contre, dans la région méditerranéenne, c'est du pin maritime et du chêne vert. Donc ça peut changer. Alors si on cherche les caractéristiques à l'aube du XXe siècle, à la fin du XIXe, c'est une écologie qui est majoritairement européenne, mais non française, qui est minuscule, ça repose à peu près sur les 8 à 10 personnes que j'ai citées ici, donc on ne peut pas dire que ça fasse un tabac. Elle s'intéresse assez peu aux animaux terrestres, c'est la végétation et les lacs, et les cours d'eau. Les USA rentrent dans la danse, et comme en plus c'est le pays qui va subir dans les décennies suivantes les premières, entre guillemets, catastrophes écologiques, ça va booster un petit peu la discipline sur le pays, avec des gens comme Clements et Shelford, et Forbes que j'ai déjà cité. Et l'explosion de l'écologie animale se fait entre les deux guerres, entre la guerre de 14-18 et celle de 39-45, où là, brusquement, vous avez une floraison de travaux. Alors, historiquement, si on veut chercher des repères dont les historiens des sciences sont friands, la première chaire d'écologie a été fondée vers 1890, j'ai plus la date exacte, en Allemagne, à Cologne, si je me souviens bien. La première mention de l'écologie dans un journal, A New Science is Born, de Ecology, c'est dans le Washington Post en 1894. Vous voyez et vous avez des botanistes et des zoologistes qui commencent à dire qu'ils font de l'écologie. Les journaux d'écologie, en particulier le très célèbre Ecology, né dans ces années-là, donc c'est une des plus anciennes revues internationales que nous connaissons, c'est vraiment de la mise en place. Et entre les deux guerres, il y a une véritable explosion. Au niveau scientifique, le sujet n'intéresse absolument pas, comme diraient les gauchistes, la société civile. Dans la société civile, à peu près tout le monde s'en fout, sauf à certains moments. Et là-dedans, vous avez un personnage particulièrement important, au moins pour l'écologie animale, qui est celle que j'ai le plus pratiquée, qui est Charles Sutherland Elton, Charles Elton, qui est mort assez récemment, parce qu'il est mort en 91.
qui a donc eu une carrière extrêmement longue. Il a été assistant de Julian Huxley, qui était le petit-fils de Thomas Huxley, qu'on appelait le bulldog de Darwin. Et Julian Huxley n'a pas laissé que des bons souvenirs. Il a été un des fondateurs zélés d'un eugénisme de droite, on peut le dire, avec Fischer et quelques autres, qui par ailleurs peuvent avoir eu une importance extrême sur le plan scientifique. Il publie son livre Animal Ecology en 1927. La caractéristique quand même extraordinaire de ce livre, c'est qu'on peut encore le lire. Je ne dirais pas qu'il n'a pas vieilli, bien évidemment il a vieilli, mais enfin... si je recommande à mes étudiants de le lire, ils apprendront des choses dedans. Et surtout en 1932, à la suite d'une histoire assez intéressante, il a fondé le Bureau, parce que c'est écrit en anglais comme ça, le Bureau of Populations à Oxford, et le Journal of Animal Ecology, deuxième journal plus ancien de la discipline. Et en 1970, il a été titulaire tardivement de la médaille Darwin. Et on le voit ici, sur sa moto, une BSA, avec ses belles pompes anglaises, et deux sacoches à l'arrière dont on peut se demander ce que c'est. Alors je vais vous le dire. Dans ces sacs, il y a des pièges à rongeurs. Parce que le sujet de sa thèse, c'était les fluctuations de population de petits rongeurs, campagnols et mulots, qui l'intriguaient beaucoup, et dont je dois dire que c'est un des grands échecs de l'écologie, parce que ces fluctuations sont assez énormes, et on ne les a toujours pas totalement comprises à l'heure actuelle. Il faut être modeste quelquefois sur nos disciplines. Alors, Animal Ecology est plein de trucs assez surprenants. Notamment, c'est lui qui fonde la notion de réseau trophique. Réseau trophique, ça veut dire qui mange qui, et comment est-ce que ça crée un réseau entre les espèces. Et là, vous avez un gros schéma que je trouve un peu confus, pour ma part, parce qu'il était dessiné à la main et reproduit tel quel dans le bouquin. Il s'agit de l'île aux ours dans la zone arctique, au sud du Spitzberg, et là-dedans vous avez des grands compartiments. Alors par exemple ici, on voit les petits insectes qui décomposent la litière dans les sols et qui se mangent entre eux. Je ne vous fais pas le détail de qui il y a là-dedans, ça ne vous passionnerait pas. Ici c'est la chaîne trophique, la chaîne alimentaire qui est autour du hareng. Il a passé beaucoup de temps à le décrire. Alors le hareng, là vous avez d'abord son évolution propre par classe d'âge, les petits harengs, les tout petits harengs, les tout petits harengs, les petits harengs, les moyens harengs et les harengs adultes, et puis tout ce qu'ils mangent. Alors vous avez ce qu'ils mangent au premier degré, ce qu'ils mangent au second degré, c'est-à-dire jusqu'au producteur primaire, puisqu'ils consomment même des éléments du plancton végétal. Donc ça c'est une des grandes innovations d'Elton. Il y a aussi ça, il constate, et puis il commence à théoriser sur cette question-là, que quand vous passez de l'énergie qui est située dans le sol et dans l'eau, qui reçoit l'énergie solaire, à la végétation, ici, puis au consommateur de la végétation, vous avez ici le lapin, la souris, les insectes, et puis par exemple, j'ai oublié ce que c'était. Et puis au-dessus, au prédateur, le coyote, le faucon, l'araignée, et bien à chaque fois vous avez une diminution de tout un facteur d'ordre de la biomasse et du nombre. C'est ce qu'il appelle la pyramide des nombres. Et il a l'idée que ça correspond à une perte progressive d'énergie au fur et à mesure que les différentes espèces se consomment. Et là, la caractéristique de Charles Elton, qui est un peu étrange, c'est que c'est le seul théoricien de l'époque qui ne soit pas mathématicien. Il ne pratique pas les mathématiques.
Par contre, il est au courant de ce qui se fait parallèlement. Il est au courant de ce qui se fait parallèlement dans les mathématiques de l'écologie qui sont en train de naître. Mais c'est un grand créateur de concepts, un propagandiste charismatique, qui arrive à faire essaimer l'écologie un peu partout dans le monde, à peu près comme Haeckel avait dispersé la théorie de l'évolution. Et puis avec un côté assez visionnaire sur le plan de notre métier, puisqu'il anticipe la biologie de la conservation, le problème des invasions biologiques, la dynamique des populations, la dynamique des communautés, et surtout, il insiste sur le fait que ça nécessite des données, et à cette époque-là, on n'en a pas. Personne ne s'est jamais amusé à répertorier le nombre d'animaux, de plantes, de différentes espèces qui peuvent exister dans le monde. Et dans le même temps, il y a les théoriciens qui se mettent à faire des mathématiques là-dessus. Alors, c'est un mouvement assez extraordinaire parce qu'à l'époque, il ne repose pas sur grand-chose. De 1918 à 1939, on appelle ça aujourd'hui, les historiens des sciences même appellent ça l'âge d'or de la biologie théorique, parce que vous avez une floraison absolument extraordinaire de travaux théoriques qui s'intéressent à la biologie et dans deux domaines qui malheureusement vont être distincts pendant des années. Une lignée à gauche qui est celle de l'écologie et une lignée à droite qui est celle de la théorie de l'évolution et de la génétique. Très curieusement, pendant à peu près 30 ou 40 ans, peut-être même plus si je compte bien, l'écologie et l'autre science des populations, qui est la génétique des populations et la biologie évolutive, vont rigoureusement s'ignorer, voire même se combattre. C'est-à-dire qu'il y a, pendant à peu près 50 ans, 40 ans, 50 ans, un antagonisme assez fort qui existe entre les deux, et on verra après sur quoi il est basé. Alors là-dedans, vous avez des noms très célèbres, mais qui vous diront peut-être rien, parce que c'est des noms célèbres dans la profession, quoi. Raymond Pearl, qui était le fou de l'équation logistique, il voyait l'équation logistique qui consiste à se développer sigmoïdement et puis à se stabiliser pour une population, il en voyait partout. Et il était convaincu que c'était une loi de la nature. Alors, il a fait la courbe logistique sur toutes les populations humaines du monde. Il nous a prédit comme ça que la France ne dépasserait jamais 30 millions d'habitants, que les États-Unis ne dépasseraient jamais 250 millions d'habitants, ils en sont à 380 millions maintenant, que la Suède ne dépasserait pas 20 millions d'habitants, etc. Parce qu'il avait calculé l'inflexion de sa logistique et qu'il avait une idéologie très forte de l'équilibre démographique et de l'équilibre écologique. Alfred Lotka, qui est un homme sur lequel je travaille, qui est mon chouchou parce que c'était un extraordinaire loser, il a tout raté dans sa vie, c'était tout trouvé, tout foiré. Et Vito Volterra, gigantesque mathématicien qui s'est mis à s'intéresser à l'écologie, Kostitsyn, Nicholson, Bailey, Kermack et McKendrick. Kermack et McKendrick sont importants aussi parce que c'est eux qui ont posé les bases de la dynamique de l'épidémiologie. Comment est-ce qu'une épidémie se transmet dans une population et comment elle évolue. Je voudrais quand même revenir sur la lignée de droite. Alors, sans lignée de droite, sans implication politique, j'ai mis à droite simplement, parce que c'est la théorie de l'évolution, avec trois personnes ici par exemple qui sont réellement de droite politiquement, Francis Galton, Karl Pearson et surtout Sir Ronald Aylmer Fisher, et quand il a réussi à devenir Sir, il a été tellement imbu que c'était... Mais John Burdon Sanderson Haldane était communiste, bien que descendant de la bourgeoisie. Gustave Maléco était un stalinien extrêmement convaincu. J'ai entendu sa dernière conférence en 1999, quelques mois avant sa mort, où il nous a expliqué à quel point Ronald Fisher était un fasciste. Et il nous a expliqué pourquoi. Là, j'avoue que je suis un peu tombé de mon siège.
Il nous a dit un homme comme Fischer, qui toute sa vie a confondu volontairement fréquence et probabilité, ne peut pas ne pas être un fasciste. J'avoue que cet argument mathématique m'a un petit peu assis. Et ces personnages sont tout à fait extraordinaires, et eux, ils ont quand même fait des choses totalement inouïes, quoi. La réconciliation des lois de Mendel de la génétique avec la théorie de l'évolution, qui a posé problème pendant 20 ans. Il faut savoir que de 1900 à 1920, la théorie darwinienne de la sélection naturelle est tombée dans le discrédit le plus total. Personne n'en parlait plus. Et c'est Fischer et Haldane qui, en s'injuriant copieusement à la fin de leurs lettres, ont collaboré pratiquement toute leur vie. J'ai des lettres de Fischer écrivant à Haldane que son matérialisme dialectique, il n'en avait rien à cirer. D'ailleurs, il ne comprenait pas ce que c'était. Des trucs comme ça. Gustave Maléco et Sylvan Wright, ils ont pratiquement découvert l'horloge moléculaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'horloge moléculaire, dans les années 30. Et Gustave Maléco nous a montré un vieux transparent complètement jauni, en disant voilà comment je suis passé à côté de l'horloge moléculaire en 1939. Bon, c'était assez marrant. Bref, deux lignées totalement extraordinaires qui prennent les éléments qu'ils connaissent de leur science et qui, à partir de là, font de la mathématique. Alors là-dedans, vous avez ce loser extraordinaire, et particulièrement joyeux de rire, comme on le voit ici. Là. Ensuite, on a envie de déjeuner avec lui. Il faut dire, cet homme est... En gros, Lotka, il a, à côté d'Elton, défini tout ce qui intéresse les écologistes actuels. Et écrit ça dans un livre totalement foutraque et extraordinaire, qui s'appelle Elements of Mathematical Biology. Alors là-dedans, vous avez des graphiques qui sont un peu abstrus, mais qui représentent les évolutions possibles d'une espèce dans le temps en fonction de l'autre. Et comment ça peut soit converger vers un point fixe, soit en diverger. Ici, il avait trouvé un machin qui s'appelle un cycle limite, c'est comment les deux espèces peuvent en quelque sorte se courir après en évoluant de façon oscillante. Alfred James Lotka, il a inventé ce modèle-là, justement, qui est le modèle d'évolution des proies et des prédateurs. Ici, ce serait, admettons, un lynx, un lièvre, et ici un lynx. Il démontre que sous certaines conditions, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont presque jamais réunies, ce qui oblige à compliquer le modèle, mais peu importe, chacune des espèces décrit des oscillations décalées. C'est-à-dire que la proie fait une grande oscillation et le prédateur, celui qui la mange, fait des oscillations retardées par rapport à la précédente. Et ça s'explique assez bien sur ce diagramme-là, où cette fois-ci on a la proie en abscisse et le prédateur en ordonnée. Si je prends une orbite, comme on dit, la plus large possible, on part d'un endroit où il y a beaucoup de proies. Comme il y a beaucoup de proies, ça fait croître considérablement les prédateurs, et évidemment ça diminue le nombre de proies. Ça diminue tellement le nombre de proies que les prédateurs n'ont plus rien à bouffer, donc leur population diminue considérablement. Comme il y a moins de prédateurs, les proies reprennent du poil de la bête et retournent en croissance, et etc. C'est un cycle théorique, donc qui est dû le premier à Lotka, et qui lui a été piqué par Vito Volterra l'année d'après, qui, travaillant indépendamment, alors lui c'est le grand professeur italien, par ailleurs antifasciste, anti-Mussolini, et qui l'a payé très cher. Il a passé quelques temps aux îles Lipari, ensuite il a été obligé de s'exiler, et puis il est mort de la tuberculose suite aux privations qu'il avait subies, qui écrit cet ouvrage non moins magistral, Variation et fluctuation du nombre d'individus dans des espèces animales qui vivent ensemble. Oh là là, c'est comme j'ai pas ma petite souris.
Je suis un peu embêté, il faut surtout pas que je tape. Voilà Raymond Pearl, l'américain, avec sa logistique infernale. Ça a un côté un peu comique parce que vraiment il a passé sa vie à calculer des logistiques. Alors notons bien que ce qui est extraordinaire, je trouve, à cette époque-là, c'est que tous ces gens qui font des modèles théoriques ont rigoureusement, mais pas le moindre moyen de les appliquer. Ils ne savent pas les calculer. Lotka et Volterra ont réellement calculé leur cycle. Mais pour les calculer à la main comme ils faisaient, c'est sur papier millimétré, avec une règle, et on calcule des petits accroissements, et on les fait progresser pas à pas, comme ça, il faut à peu près un mois de travail pour faire une des courbes du graphique. Je vous fais ça, si vous voulez, tout à l'heure, en une fraction de seconde, évidemment, sur ma machine. Donc ils n'ont pas l'informatique. Ils n'ont pas de moyens de calcul. Il n'y a pas de données. Personne n'observe les espèces animales et végétales. Il n'y a pas de génétique. Ils n'ont pas les gènes. Donc tout ça, c'est très très largement dans leur tête. Le peu de gènes qu'ils ont, si j'ose dire, c'est des variations naturelles chez les drosophiles, c'est les bandes qu'il y a sur les escargots, la couleur des chats, quoi. C'est à peu près les exemples qu'on trouve dans ces années-là. Et néanmoins, ils gambergent, et il y a des gens qui commencent à appliquer les choses. Alors Gauss, en particulier, qui est un représentant éminent du mouvement écologique, pas écologiste, dans l'Union soviétique de cette époque-là, s'amuse à faire se battre dans des petits tubes des prédateurs et des proies microscopiques, ou de les mettre en compétition, et de les suivre dans le temps pour essayer de voir si ça reproduit les prédictions théoriques de Lotka et de Volterra. Et il découvre, c'est une découverte, elle est largement théorique, mais un petit peu pratique aussi, parce qu'il a fait des expériences, que si deux espèces ou plus vivent en association stable, elles doivent avoir des niches écologiques différentes, c'est-à-dire se différencier par quelque chose, pas manger exactement la même chose, pas vivre exactement au même endroit, sinon si elles partagent exactement, totalement les mêmes ressources et les mêmes besoins, il y en a une qui élimine l'autre. Donc ça, c'est une très grande découverte. C'est le principe dit de l'exclusion compétitive. Je voudrais évoquer Vernadsky aussi, qui a inventé l'idée de biosphère. Au départ, dans une perspective absolument pas idéaliste, mais dont il a fait par la suite une perspective idéaliste, qui était l'ensemble du monde vivant sur la surface de la Terre. Et je n'ai pas le temps de développer ça, mais il y a eu un développement important de l'écologie en Union soviétique qui a été stoppé net par la Grande Guerre, essentiellement. Plus par les persécutions de Staline sur tous ceux qui étaient un peu darwiniens à l'époque lysenkiste, ce qui a joué également. Je ne vous ai pas parlé de la première crise, on dirait aujourd'hui écologique, mais une vraie, une terrifiante, qui a eu lieu dans les années 1920 aux États-Unis. Dans les années 1920 aux États-Unis, on commence à défricher avec des moyens mécaniques considérables. Ils ont des tracteurs, à vapeur, mais c'est des tracteurs. Ils commencent à mettre en culture la prairie, la grande prairie américaine, pour fabriquer ce qui est maintenant le Corn Belt, le Cotton Belt, etc. Sur un sol très mince. Ils ne s'en occupent pas. Le sol est très mince. Au premier labour, le sol s'envole, met la roche-mère à nu et recouvre des villages entiers ou des villes entières de poussière. C'est le fameux épisode du Dust Bowl, le terrible Dust Bowl. Et là, ça commence à rapprocher les écologistes, en particulier Clements et Forbes, des praticiens de terrain, c'est-à-dire des agronomes, des gens qui ont en charge l'aménagement du territoire. Et donc là, il y a une fusion qui commence à se faire
entre l'agronomie d'une part, l'écologie et la mise en valeur du territoire, d'une certaine façon. La deuxième crise inouïe, c'est celle qui préside à la conférence de Matamec en 1931. En 1930, vous avez une catastrophe formidable dans toute l'Amérique du Nord, dont on n'a toujours pas la clé aujourd'hui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que simultanément, vous avez effondrement des stocks de morue, effondrement des stocks de saumon, effondrement de presque tous les stocks de poissons pêchables, halieutiques, effondrement des animaux à fourrure. Les trappeurs reviennent bredouilles. L'Amérique du Nord entière semble dévastée de ses ressources vivantes. Et personne ne comprend ce qui se passe. Et là, on convoque une conférence internationale pour essayer d'y voir clair. Conférence de Matamec, qui est la première conférence du monde qui soit scientifico-médiatique. C'est pas encore le GIEC, mais enfin c'est un machin dans lequel on rassemble tout et n'importe quoi. Elton en a gardé des souvenirs émus, puisqu'il raconte que c'était le seul endroit de sa vie où il a vu un colloque partiellement scientifique, dans lequel au vestiaire il y avait 18 canoës qui étaient posés contre le mur. Parce que les trappeurs étaient venus. Qui voyait arriver des gens en costume indien, en costume de trappeur avec des franges, en uniforme de la marine marchande, etc. Et il rapporte que le président d'une session avait apporté un plat avec 2 énormes saumons, en déclarant fièrement qu'il venait de les pêcher, donc il y en avait quand même encore un peu. Et il les faisait dialoguer tous les deux, disant « Mon pauvre frère, pourquoi la rivière est-elle dépeuplée ?» etc. Ça l'a beaucoup amusé. Donc il y avait tous les scientifiques, des gestionnaires de la faune sauvage, trappeurs, et le capitaine d'un brise-glace québécois, je l'avais oublié celui-là. Et pas de raton laveur, puisque ça avait disparu. Et Elton, qui n'y comprenait rien non plus, d'ailleurs, de toute façon il était anglais, il constatait ces trucs-là, il a eu le coup de génie de monter à la tribune et de dire ce qui nous manque c'est des données, des historiques, des références, on n'en a pas, il avait profondément raison. Rien n'était enregistré, sérieusement, sauf les statistiques de peau des trappeurs de la baie d'Hudson qui ont beaucoup servi à l'écologie par la suite et qu'il a récupéré, il a envoyé un de ses étudiants pour récupérer ces données, et les débarquements halieutiques les débarquements dans les ports de pêche, qui là aussi ont fourni des données précieuses. Alors malin comme un singe, notre ami Elton, il dit il nous faut des données, des historiques, des références. Ce qui serait bien, ça serait de construire un bureau international des populations pour surveiller tout ça. Beaucoup de gens, comme personne ne savait que faire, beaucoup de gens hochent la tête. Et puis, il dit, et puis si vous ne savez pas où le mettre, moi je l'héberge volontiers à Oxford. Hein. Et je veux bien gérer les fonds. Le brave homme. C'était bien trouvé, et le pire c'est que, ça c'est Charles Elton à Matamec, entre deux, je crois que le type à droite est le président de l'Association nationale des chasseurs américains, c'est pas rien, et que celui de gauche était pour quelque chose dans les stocks de pêche, en train de discuter avec Elton, et ils fondent le bureau des populations. Parce que les scientifiques ont souvent ce côté curieux, c'est qu'ils sont extrêmement malhonnêtes quand ils rédigent leurs appels d'offres, en prétendant qu'ils vont faire monts et merveilles, et après ils essayent quand même de le faire. Ça c'est un peu la différence avec la mafia, quoi. Ce bureau a été fondé en 1934, il a soutenu des chercheurs de renom, que vous ne connaissez vraisemblablement pas, mais McLuhan en particulier, et celui qui est allé ramasser un par un, en canoë, à pied, à cheval, en voiture et en hydravion, les données une par une des comptoirs de la baie d'Hudson, capture de fourrure année après année. Voilà, il a donc permis de rassembler des données, il a lancé des opérations à long terme, dont certaines durent encore, et avec des données que j'ai moi-même analysées,
En particulier, l'opération Plankton, c'était une idée géniale d'Elton. Il dit, mais il y a des bateaux qui sillonnent l'océan tout le temps. Tout le temps. Des paquebots, des cargos, des pétroliers, tout ça. Si on leur met sur chacun d'eux un petit filet à plancton, ça coûte pas cher. Et puis arrivé au bout, s'il y a quelqu'un pour les récupérer, ben voilà, ça fait de la donnée. Et à l'heure actuelle, vous avez encore 3000 bateaux dans le monde qui sont équipés des filets d'Elton et qui fournissent des données quasiment journalières. Donc, je les ai eues, je les ai pas dans cet ordinateur-là parce qu'elles sont un peu lourdes, mais... Et ce bureau des populations a survécu jusqu'à la guerre de 39-45. Et vers 1939, l'essentiel de l'écologie est vraiment en place, avec 3 courants qui pratiquement s'ignorent. D'un côté, il y a l'écologie de base, je dirais, qui est donc largement, comme à l'origine, végétale et lacustre, des eaux douces, et un petit peu océanique. Au milieu, vous avez l'évolution et la génétique des populations, avec le personnage central qui est Fischer, et vous avez l'écologie animale et l'écologie théorique, avec Charles Elton, Lotka, Volterra et Gauss. Ces 3 courants vont pratiquement durer presque jusqu'à l'époque actuelle, sauf qu'il va s'en insérer un 4e, qui a son importance aujourd'hui. Alors j'ai écrit un petit truc sur ce que j'ai appelé Lotka contre Fischer, parce que parmi les gens qui ont grugé Lotka, il y a Sir Ronald Elmer Fisher, dont ici j'ai pris le portrait le plus machiavélique, parce que Lotka, c'est là que c'est intéressant, Lotka a parfaitement perçu et attaqué les théoriciens de l'évolution, lui qui se croyait aussi évolutionniste. Et je vous donne un extrait d'une préface de 1936, dans l'édition française d'un de ses livres, un livre qui s'appelle Théorie analytique des associations biologiques. Et il dit la chose suivante, alors vous allez voir, il y a une attaque violente au vitriol, en fait, dans le milieu en question, on peut dire que c'est au vitriol, contre le groupe de Fischer. Il dit l'ordre d'idées qui a donné naissance à la théorie moderne de l'évolution organique est de nature essentiellement quantitative. On sait que Darwin autant que Wallace ont été menés à l'énoncé du principe de la survie des plus aptes en réfléchissant sur le problème abordé par Malthus. Comment le nombre des êtres vivants est-il maintenu entre les bornes que nous observons effectivement? Par un hasard assez singulier, cet aspect du problème de l'évolution, qui semble-t-il aurait dû être le premier à attirer l'attention des biologistes prédisposés à l'analyse mathématique, n'a reçu leur pensée sérieuse que tout récemment. Tout récemment, c'est en particulier Bibi, moi-même, sous sa plume. Et alors là, il crache sur les généticiens Fischer et Haldane. Une certaine école, il est vrai, profitant, j'ai mis en gras des éléments très polémiques, quoi, profitant entre autres des travaux géniaux de Gregor Mendel, s'est bien occupé depuis des années de l'analyse biométrique appliquée aux questions de survie et de reproduction dans leur relation avec le problème de l'évolution organique, mais dans leurs recherches, les disciples de cette école se sont bornés presque entièrement à la discussion des caractéristiques d'une seule espèce. Là-dessus, il a d'ailleurs raison. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'ils avaient bien raison de s'occuper de ça. Mais on voit la crise qui se... Et des conséquences en ce qui touche sa survie de ses caractéristiques. L'interaction des diverses espèces entre elles et avec le milieu ambiant a reçu tout au plus une considération passagère et incidente de la part de ses auteurs. Les écologistes, par contre, se sont contentés presque entièrement d'études empiriques sur ce sujet. Donc, un colt à droite, un colt à gauche, un colt contre Fischer qui fait des mathématiques mais pas sur le bon sujet, et un colt à gauche contre les écologistes de son temps qui se contentent de ramasser des données et de faire des observations sans faire de mathématiques. Il reste donc dans la science biométrique une lacune béante. Heureusement je suis là. Aujourd'hui nous voyons un groupe encore peu nombreux occupé à la combler.
Il écrit donc les Elements of Mathematical Biology. Et alors, le bouquin, que j'ai acheté pour pas mal de sous quand même, parce qu'il est devenu très rare, se termine par une quarantaine de pages dépliantes en 3, en 4 sur toute leur largeur, qui contiennent une série de tableaux délirants, complètement dichotomiques, dans lesquels il réfléchit sur les sciences qui doivent intervenir dans ce qui l'intéresse. Alors en voici un. Vous avez la mécanique de l'évolution, dans lequel il regarde la physique-chimie avec les systèmes inorganiques et les systèmes vivants, dans lequel ici il écrit la stoichiométrie. Personne n'a su ce que c'était jusqu'à il y a une dizaine d'années où ça a redémarré. C'est comment les éléments chimiques se baladent dans les écosystèmes. L'énergétique ou la dynamique, bref, il fait des tableaux insensés comme ça. Et puis comme il a dû s'apercevoir que c'était quasi délirant son truc, il fait précéder ça en français dans le texte par une citation de Voltaire, où il se moque de lui-même, ce que je trouve assez fort quand même. Ce mage, divisant en plusieurs parties ce qui n'avait pas besoin d'être divisé, il prouva méthodiquement tout ce qui était clair, il enseigna tout ce qu'on savait, il se passionna froidement et sortit suant et hors d'haleine. Toute l'assemblée alors se réveilla et crut avoir assisté à une instruction. Jugez de ma surprise quand j'ai trouvé cette autodérision que personne ne signalait. Alors c'est délirant et c'est génial. Il y a des idées dedans qui sont formidables et qui ont mis des années et des années à... Notamment sa vision thermodynamique. Mais lui, il est caractérisé par une incompréhension totale de la sélection naturelle. L'autre cas ne comprend pas ce que c'est que la sélection naturelle. Il croit que la sélection naturelle, ça se passe entre les espèces. Et c'est pour ça qu'il attaque Fischer, c'est pour ça qu'il attaque les darwiniens. Parce que les darwiniens s'occupent de l'origine des espèces, c'est-à-dire de comment on arrive à la spéciation dans une même espèce, comment on arrive au conflit dans une même espèce. Et par ailleurs, il est très spencerien, et bien plus que Fischer qui lui est eugéniste. Mais et alors là, on a une grande crise, parce que pour Fischer, les coûts et les bénéfices se mesurent en fitness. Fitness, c'est un terme anglais qu'on traduit en français par valeur adaptative, et la définition, c'est le nombre théorique de descendants viables et reproducteurs qu'un individu peut faire. Pour l'autre cas, les coûts et les bénéfices se mesurent en énergie. Donc si la fitness de Fischer est intéressante, ce n'est qu'un intermédiaire vis-à-vis de l'énergie, qui est la valeur physico-chimique finale. Et d'un certain point de vue, ils ont tous les deux raison et tous les deux tort. Et ça va être très très long à se dissiper. De manière sous-jacente, il y a un vrai problème, c'est le passage de la compétition au sein d'une espèce à la compétition entre des espèces, à la fin, quand le processus est terminé. Et ça... Alors, et après, il se passe des choses très étranges. Quand la guerre mondiale est terminée, l'écologie mondiale est morte. Il n'y a presque plus personne. Tous les labos ont disparu. Ou presque. Il reste Elton, mais qui ne va pas jouer un grand rôle par la suite. Il y a un vide considérable, on s'occupe d'autres choses. Par exemple, Gauss, qui a survécu au stalinisme, a jugé prudent de ne plus s'occuper ni de génétique, ni d'écologie, donc il s'est fait un nom dans les antibiotiques qui étaient naissants, et du coup il est devenu académicien, célèbre et tout, et c'était relativement plus tranquille, si on peut dire. En plus, il a participé à l'effort de guerre en développant les antibiotiques sur le front, quoi, je veux dire. Volterra est mort très tôt.
Lotka est mort peu après, en 1949. Donc je vous dis, il restait Elton et des botanistes américains. Et leur constitution de l'écologie après la guerre se fait à partir d'un seul labo américain. Celui de George Llewellyn, ou Evelyn, comme ça dépend s'il voulait, comment dirais-je, galliciser, rendre son nom gallois ou pas, Hutchinson, qui la même année pratiquement a pris 2 thésards qui sont les reconstructeurs de l'écologie moderne, on peut le dire. Dans deux directions encore complètement, on peut le dire, je dirais pas antagoniste, mais presque. Moi j'ai vécu le fait d'être directeur d'un laboratoire dans lequel il y avait les 2 tendances, qui formaient d'ailleurs 2 départements. L'un dit d'écologie fonctionnelle, l'autre dit d'écologie évolutive. Et c'est vrai qu'on avait souvent pas grand-chose à se dire. C'était un peu dur de communiquer. Voilà ce charmant monsieur qui est George Evelyn Hutchinson sur ses vieux jours, avec un petit animal qui doit être un tamia, si je me souviens bien. Il a apporté beaucoup de choses. Une définition plus précise de la niche écologique. Il a promu l'étude des lacs, avec en particulier une nouvelle notion des écosystèmes qui est due à un de ses élèves qui s'appelait Lindemann, qui a vécu très peu de temps. Il a écrit des tas de choses. Et là, on a une galerie de portraits. On a Hutchinson depuis sa jeunesse jusqu'à ses 20 ans, ses 40 ans, et avant c'était ses 60 ans. Et là, il s'est mis en scène lui-même autour de petites bestioles et de plantouses, de plantes, pardon, je suis enregistré, sur le bord d'un étang. Et là, il y a un historien des sciences qui s'est amusé à faire l'affiliation de George Evelyn Hutchinson, essentiellement aux États-Unis, mais pas seulement. Il a essaimé jusqu'en Europe assez largement, avec notamment les branches qui vont devenir... Alors les autres sont beaucoup moins connus, donc j'en parle pas. Mais essentiellement, et là il les a bien mis à part. Il a fait de la phylogénèse, celle de Howard Odum et celle de Robert MacArthur. Au passage, la notion d'écosystème a été largement redéfinie par Raymond Lindemann, un type qui est mort à 27 ans, qui donne une définition thermodynamique de l'écosystème. La notion d'écosystème est probablement, il faut bien le reconnaître, une des plus vagues de l'écologie actuelle. En particulier quand on me dit que la biodiversité, qui est devenue un dieu, la biodiversité est sortie depuis longtemps du monde des concepts scientifiques pour entrer dans celui des divinités, et je pense qu'on devrait lui élever des statuettes dans des niches, quoi. Quand on me dit que dans la biodiversité, il y a la diversité des écosystèmes, moi j'ai tendance à dire ça se reconnaît comment un écosystème différent d'un autre? Comment on fait? Vous ne trouverez la réponse dans aucun livre d'écologie. Vous ne trouverez pas la réponse. Et lui, il dit c'est un système vivant qui est entièrement connecté sur le plan énergétique. Alors ça, c'est compliqué comme truc. C'est une machine thermique dans laquelle vous avez le rayonnement solaire et puis ce qui sort, ce qui va être dissipé par la respiration, ce qui va être récupéré autrement, etc. Donc pour lui, un écosystème, c'est un système qui a un fonctionnement thermodynamique, reconnaissable et mesurable. On n'a toujours pas trouvé son incarnation, mis à part certains trucs particuliers comme les tourbières. C'est une tourbière, je veux bien. On sait à peu près où ça s'arrête, hein, ça peut se cartographier, des choses comme ça. MacArthur. Alors MacArthur, c'est un cas vraiment très spécial parce que je l'appelle souvent l'Arthur Rimbaud de l'écologie. Carrière de 15 ans, révolution scientifique totale. Il met l'espace dans le système. Très curieusement, l'espace n'y était pas. Je suis où ça jouait pas dans les équations.
il invente la théorie des métapopulations. Métapopulation, c'est les populations de populations. Vous avez des groupes qui sont séparés, qui échangent des individus. Il définit à partir du darwinisme des régimes de sélection, qu'il appelle la sélection R et la sélection K. R et K, c'est des paramètres de modèle, du modèle de Pearl notamment, de la logistique. Je vous dis très brièvement de quoi il s'agit. Sélection R, c'est je joue sur le nombre. Je fais des petits, c'est la morue. Alors, je me suis fait attaquer parce que j'ai cité la morue. On m'a accusé de je sais pas quoi, d'avoir du mépris pour les prostituées ou un truc. Donc, je parle bien de la morue, poisson. Du poisson. La morue, 2 millions d'œufs par individu adulte, pondus dans l'océan, sous forme d'œufs qui vont nager ici et là, 2 à 3 qui survivent et qui donnent des morues adultes. La maman s'en occupe pas, personne ne s'en occupe, c'est livré à la prédation, aux prédateurs, etc. Les caractéristiques de cette, entre guillemets, stratégie, là, ce terme de stratégie a fait couler beaucoup d'encre, mais il est assez bien défini dans notre domaine. Sélection K, c'est l'oiseau. L'oiseau, il réussit aussi 2 descendants et demi à peu près par personne, mais en ayant fait 8 au départ, en ayant pondu 7-8 œufs, enfin entre 3 et 8 œufs, et pas en ayant pondu 2 millions. Et il s'occupe des œufs, les retourne, les couve, etc., protège les petits. Pendant un moment, il fait ce qu'on appelle de l'investissement parental. Ça cause des contraintes sur le plan évolutif, ça veut dire qu'il faut devenir adulte assez vieux, ça veut dire que, enfin, ça a plein de conséquences. Voilà, et il est le fondateur du journal Theoretical Population Biology, dans lequel j'ai eu l'honneur de publier plusieurs fois. Quand même. Tous mes articles n'ont pas tous été refusés. Howard Odum, ils étaient très copains, il n'y a pas de problème. Simplement, lui, il a horreur des sciences naturelles. La biodiversité, ça l'emmerde. Ça ne l'intéresse pas du tout. Je caricature un peu, il a eu une formation de naturaliste comme tout le monde, mais ce qu'il peut y avoir dans une communauté, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est combien il y en a, qu'est-ce qu'ils font. Et ce qu'ils bouffent comme énergie. Comment l'énergie de la litière, par exemple, va passer dans des petits acariens et des colamboles, qui sont des petits insectes qui bouffent la litière du sol et qui la fragmentent, comment ça va être repris par des bactéries, comment l'énergie circule, etc. Il est partisan de la simulation des écosystèmes, qui est une chose qui se font, et il est plus loin que jamais de l'évolution, c'est hors de son champ de préoccupation. En conclusion, moi je considère que l'écologie est une véritable science. Elle est très loin d'être achevée, je dirais là pas, mais je ne suis pas certain que des sciences très dures et très physiques, comme la climatologie, soient beaucoup mieux établies que l'écologie. C'est quand même des sciences qui s'occupent de vastes phénomènes dans un monde très vaste, quoi. Avec une complexité qui est assez grande. Il y a eu des conflits d'idées, comme dans toutes les sciences, qui se sont pas toujours, malheureusement, résolus par les faits. Il y a même des controverses, notamment une récente, qui a éclos dans les années 2000, vers 2000, la théorie dite neutraliste, en écologie, parce qu'il y avait déjà une théorie neutraliste en évolution. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, depuis que son auteur a dit vous me faites rigoler avec vos histoires de compétition et de caractéristiques des plantes, des animaux et tout ça. Être là, dans un écosystème, c'est une pure question de chance, c'est parmi ceux qui arrivent les premiers et qui n'ont pas la malchance de mourir trop vite,
que se font les dominants. C'est-à-dire niant pratiquement en bloc tout ce qu'on essayait d'élaborer sur les caractéristiques compétitives, etc. des espèces. Et bien, quand on essaye de trouver des arguments quantitatifs, en comptant simplement, en regardant l'évolution des écosystèmes, en faveur de l'une ou de l'autre des théories, grosso modo, on valide les deux. C'est-à-dire qu'avec deux processus complètement antagonistes, on peut arriver absolument au même résultat. Ce qui veut dire que pour l'instant, ça paraît indécidable. Et une des caractéristiques de l'écologie, c'est aussi d'être encore très peu enseigné. En France, c'est une douzaine d'universités. Pas plus. Les universités en France, il y en a 87, si je me souviens bien. Pour l'instant. Avant que ça soit noyé en commun, machin truc, de façon définitive. Alors, de façon assez caractéristique d'ailleurs, là où elle est enseignée, c'est aussi les universités où la biologie évolutive, c'est-à-dire la théorie de l'évolution, est correctement enseignée. Ce qui est aussi un peu désolant par rapport au paysage scientifique français. Et qui en fait une particularité un petit peu gênante, quand même. Après, on pourrait parler longtemps des raisons pour lesquelles la France est restée presque lamarckienne et presque lysenckiste, mais ce serait un tout autre sujet qui prendrait beaucoup de temps. Donc je vais m'arrêter là, en vous remerciant.